à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un visage qui nous a accompagnés à la fois dans notre salon et dans nos salles de classe. Un curieux, un passionné de science qui nous a prouvé que piloter un énorme semi-remorque, ce n'est pas sorcier. Bonjour Jamie Gourmaud. Bonjour Damien, bonjour Mathilde. Bienvenue sur ce plateau. Alors c'est drôle parce qu'en préparant cette émission, justement, on s'est rendu compte qu'on avait tous ce même souvenir. Vous savez, les lumières qui s'éteignent dans la salle de classe, le chariot qui arrive avec la télévision, le magnétoscope, vous savez, qui s'active. Est-ce que vous réalisez quand même que pour des millions de gamins, vous avez été quand même la respiration de la semaine, pour ainsi dire le meilleur moment d'ailleurs de la semaine. Déjà, vous venez de prononcer un mot qui ne veut plus dire grand-chose, magnétoscope. Oh là là, arrêtez, on prend un coup de vieux là, on a que 30 ans pourtant. Mais c'est vrai que on vous en parle encore aujourd'hui de cette émission oui, qui est mythique. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, en vous attendant, pour ne rien vous cacher, avec Naofel, qui travaille avec nous au Figaro, qui n'a que 20 ans, il vous connaît et vous êtes une star pour lui. Et c'est assez rare aujourd'hui parce que les animateurs qui perdurent comme ça dans le temps, généralement, ils appartiennent à une génération, des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, mais les gamins ne les connaissent pas. Vous balayez vraiment toute une tranche d'âge assez incroyable. Et pourtant, je me suis laissé pousser la barbe. Ça n'a pas marché. Bah oui, non, c'est vrai. D'abord parce que ces émissions sont toujours rediffusées en classe. Oui. Voilà. Et puis qu'elles sont accessibles maintenant sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Et puis que quand C'est pas sorcier s'est arrêté, ça a été repris par une autre émission, Le Monde de Jamie, dont on va parler, et puis ensuite par Les Épicurieux. Donc voilà, il y a toujours le lien, c'est jamais rompu. Et vous aviez un partenariat avec l'Éducation nationale à l'époque, non? Parce que c'était quand même assez subversif à l'époque de regarder la télévision en classe, et c'était uniquement grâce à vous. Oui, enfin bon, non, il n'y avait pas aucun partenariat, mais dès lors que notre émission pouvait être utile à des enseignants pour préparer un cours ou pour le clôturer, why not? Ouais. Alors on reparlera bien évidemment sans doute au cours de cet entretien de C'est pas sorcier, mais parlons tout d'abord du Monde de Jamie, cette émission pas moins passionnante que vous incarnez désormais sur France 5 en première partie de soirée. Et ce lundi 23 mars, vous allez consacrer un numéro au sucre qui est baptisé « Sucre, comment réduire la dose ». Alors c'est vrai que franchement, on vous plaint, vous avez dû manger du Paris-Brest, des meringues lors de cette émission, ça n'a pas été trop éprouvant, Jamie? Ben écoutez, moi je suis pas un grand fan de sucre, mais j'ai quand même bien apprécié... oui. Le tournage de cette émission. Vous avez bien apprécié, oui. Et alors, est-ce que vous nous promettez qu'après cette émission, on arrivera enfin à se détacher de cette poudre blanche Alors, je ne peux pas vous le promettre. Non. Ce que j'explique dans cette émission, ce que nous expliquons, c'est ces mécanismes qui nous rendent addicts, pour certains. Donc, effectivement, le titre, c'est « Comment réduire la dose ». L'objectif, ce n'est pas de faire une croix sur le sucre, c'est de continuer à en consommer de façon raisonnable, parce qu'il y a quand même du plaisir à consommer du sucre, mais il ne faut pas que ce plaisir se transforme en un cauchemar. Et c'est vrai que généralement, ces émissions autour de la nourriture et puis des substances que l'on peut ingérer à travers les aliments, elles peuvent parfois être un peu culpabilisantes pour nous parce qu'on se dit « Oh non, ben regardez, là j'ai mangé un gâteau, mince, ça y est, je vais mourir ». Est-ce que ça va être le cas avec cette émission ou bien vous prenez quand même du recul avec ce type de choses? Non, surtout pas, encore une fois, je vous dis, l'objectif n'est pas de faire une croix sur le sucre, c'est d'en consommer, alors dire raisonnablement, ça veut dire, ah là là, ça y est, être raisonnable, c'est pas facile. C'est pas une émission dans laquelle on va vous dire, voilà, vous ne mangez plus de sucre, du lundi au dimanche, et le dimanche, vous faites un plaisir. Non, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de comprendre tous ces mécanismes, de comprendre à quoi sert le sucre. C'est pas une émission de santé, c'est plus une émission de biologie. Voilà, on explique à quoi sert le sucre, comment il agit sur notre organisme, comment on le digère, comment on devient addict, pour qu'ensuite, chacun fasse un petit peu sa sauce et prenne conscience aussi. On le voit dans l'émission, il y a du sucre un peu partout. C'est juste en avoir conscience pour adapter son mode de consommation, son mode de vie même parfois, par rapport à ce sucre, à ces produits sucrés. Et puis aussi de comprendre que le sucre, malgré tous les procès qu'on lui fait, est utile. Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que notre organisme a besoin de sucre. C'est notre carburant, c'est ce que notre carburant. Notre cerveau consomme 4 grammes de sucre par heure. Alors, ce n'est pas forcément du sucre en morceaux. C'est du sucre qui peut se trouver dans d'autres aliments, c'est du glucose, voilà, des glucides. Donc, c'est pas forcément, voilà, ce sucre blanc, cette poudre blanche dont vous parliez à l'instant. Mais nous avons besoin
de ce sucre. Absolument, et on le retrouve à peu près partout, et cette enquête est passionnante pour cette raison. Même dans les soupes, vous vous rendez compte, quand vous croyez que vous mangez sainement, vous achetez une soupe en brique, en fait vous mangez du sucre. On va en parler dans quelques instants avec vous, Jamie Gourmaud. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Mathilde Sefer. Allez, on commence les infos médias avec un incident survenu sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf. Oui, alors c'est arrivé vendredi soir dans la première partie de l'émission et ça concerne Stéphane Tapie et Fabien Lecoeuvre. En cause, un vieux contentieux entre les deux hommes. Stéphane Tapie aurait écrit un très mauvais article sur son confrère Fabien Lecoeuvre il y a quelques années. Et alors pour le chroniqueur d'Hanouna, ça ne fait pas de doute. La motivation de cet article était de son association avec Claude François Junior, alors que Stéphane Tapie entretenait une relation avec l'ex-femme de ce dernier. Des propos que Stéphane Tapie n'a pas du tout appréciés, au point de le menacer de le frapper durant l'émission. Ouais. Et c'est finalement durant une publicité qu'il est passé à l'acte. Un spectateur présent au moment de la scène a expliqué qu'après un coup au niveau des tempes asséné par Stéphane Tapie, Fabien Lecoeuvre a chuté et a perdu connaissance quelques secondes. Je cite, on a cru qu'il était mort. Finalement, il est parvenu à reprendre ses esprits et à continuer l'émission avant de se faire prendre en charge par les pompiers en fin d'émission. De son côté, Stéphane Tapie s'est fait sortir du plateau, mais il explique ne pas regretter son geste. Alors, je ne vais pas vous faire réagir sur cette affaire, Jamie Gourmaud, mais c'est vrai que quand on est une personnalité publique, on est très suivi, ce qui est votre cas. On est parfois scruté, épié même. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger en raison de votre notoriété ? Non. Non, jamais. Jamais. Et cette notoriété, justement, vous avez toujours su la gérer, cette célébrité, finalement, qui vous est tombée dessus avec C'est pas sorcier, vous y étiez préparé ? Alors, j'y étais absolument pas préparé. Ouais. Je pense que je n'y suis toujours pas préparé. Ouais. Mais j'ai le sentiment d'avoir un rapport un contact avec le public qui est très bienveillant. Ouais. Moi, je ne fais pas d'émissions polémiques. J'apporte du contenu. Donc, voilà, bon, alors... Évidemment, de temps en temps, c'est un petit peu pesant, mais franchement, il y a bien pire dans la vie. Vous n'êtes pas au fond de la mine, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous ne faites pas d'émissions polémiques. Et on se rend compte, à travers certains magazines, que parfois la science est aussi sujette à controverse. Il y a ce qu'on appelle des complotistes aussi, qui remettent en doute et en question tout ce qui a été établi par la science. Ça, vous le sentez, c'est quelque chose de nouveau aussi ? Bien sûr. Je le sens plus à travers les réseaux et plus à travers les médias épicurieux, la chaîne Épicurieux sur YouTube, sur TikTok ou autre. Donc là, il y a des commentaires qui sont beaucoup plus agressifs. Ouais. Voilà, des remises en question, voilà, ou des questions à nouveau posées. Je le sens, évidemment. J'ai rarement d'échanges, bien que ce soit arrivé très récemment, autour de thèses. Voilà, il y a quelques temps, j'ai rencontré un platiste avec qui on a échangé. Ça existe encore, alors, des personnes qui pensent que la Terre est plate ? Absolument. Voilà. Il y en a beaucoup d'ailleurs, je crois, parce que je dis ça sur le ton de l'ironie, mais très sérieusement, il y a une part importante de la population qui pense que la Terre est plate. Hein. Alors que la Terre est plate, que nous ne sommes jamais allés sur la Lune, etc. Voilà. Bon, écoutez. On ne parle pas des vaccins. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose d'assez récent quand même, non ? J'ai l'impression, cette remise en cause de la science. Comment vous l'expliquez ? C'est un manque d'éducation ? C'est les réseaux sociaux aussi qui propagent tout un nombre de thèses ? C'est une caisse de résonance. Voilà, c'est multifactoriel. Je crois que c'est associé à la remise en question aussi de certains... de la autorité politique aussi. Donc c'est un bloc. Je veux dire, les scientifiques sont remis en question, de même que les hommes politiques sont remis en question, parfois pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Voilà. Donc il y a des gens qui surfent là-dessus. C'est lié aussi à une forme d'ignorance, sans pour autant, je ne remets sûrement pas en question l'ignorance. L'ignorance est nécessaire pour le savoir. S'il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de savoir. Absolument, mais à condition de ne pas rester enfermé dans l'ignorance. Voilà. Et donc, il n'y a pas une raison. Donc, il faut analyser tout cela, point par point, et puis
Ensuite, on peut formuler une explication, mais je vous dis, c'est multifactoriel. Absolument. Allez, on poursuit ces news médias avec le nouveau départ de Laurie Tillman, en rendez-vous en terre inconnue. Hein, oui, c'est ça. Alors, la nouvelle présentatrice est partie vendredi pour son 3e voyage en terre inconnue. Et après Cyril Lignac et Stéphane Delgros, c'est avec Tony Parker qu'elle s'est envolée vers des contrées lointaines. Alors, après la Patagonie et la forêt amazonienne, Laurie Tillman est restée mystérieuse sur le lieu de leur prochain voyage. Et l'ancien basketteur n'en a pas su plus que nous avant sa montée dans l'avion, étant donné qu'il était paré d'un masque sur les yeux et d'un casque anti-bruit pour ne laisser filtrer aucun indice. Je le rappelle, le concept de rendez-vous en terre inconnue créé par Frédéric Lopez est de partir avec une personnalité à la découverte d'un peuple reculé d'un endroit du monde et de vivre avec eux pendant 2 semaines. Ça, c'est une émission qui vous parle, ça, Jamie Gourmaud. Nous, on en a parlé avec Mathilde, là, on vous verrait très bien dans cette émission, en tant que participant comme en tant qu'animateur d'ailleurs. Exactement. Franchement, Laurie Tillman le fait très bien, bien sûr, on ne va pas lui voler sa place, mais honnêtement, c'est une émission qui vous parle, ça, les voyages. On pourrait même introduire une forme de science aussi dans cette émission, hein, sur la nature. Complètement, parce que je veux dire, les voyages, bon, j'ai eu la chance d'en faire pas mal avec Le Monde de Jamie, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors c'est vrai que c'est une émission dans laquelle on va à la rencontre des peuples. Moi, je suis allé, alors évidemment, à la rencontre des peuples, mais c'était pas la façade de l'émission. La façade de l'émission, on était plus sur les environnements, comprendre les reliefs, les climats et autres. Mais pour ça, il faut rencontrer les peuples, mais expliquer. Voilà, moi, c'est ce que j'adore faire. Et à chaque fois que j'ai voyagé, à chaque fois que je suis allé quelque part, que ce soit pour mon métier ou en famille pendant des vacances, voilà, décrypter, comprendre pourquoi on se comporte ainsi et découvrir que c'est lié finalement à un climat, à la nature d'un sol, écosystème. C'est merveilleux, on a l'impression de rentrer dans l'envers du décor. Absolument, et c'est ce que vous faites aussi notamment avec Le Monde de Jamie. On termine avec le chiffre du jour, le 6. Oui, alors cette info concerne la chaîne M6. Hier soir, à l'occasion des résultats du second tour des élections municipales, la 6 était en édition spéciale. Et alors qu'Anne-Sophie Lapix donnait la parole à l'une de ses correspondantes à Roubaix, cette dernière s'est faite bousculer. Tout se passait bien face à la caméra, malgré une ambiance particulièrement fervente. Mais lors de la victoire du candidat de LFI, David Guiraud, un léger mouvement de foule s'est créé, poussant Linda Kerfa, alors même qu'elle parlait encore au micro. Elle a finalement réussi à ne pas tomber et Anne-Sophie Lapix a repris l'antenne. Là, on est dans une actualité politique brûlante avec les élections municipales. Bon, là, ça touche relativement à sa fin. On va tout doucement glisser vers les élections présidentielles. La politique, c'est quelque chose qui vous titille, Jamie Gourmaud. Est-ce que vous aimeriez peut-être un jour aussi avoir votre voix au chapitre ? Alors non, je n'aimerais pas avoir ma voix au chapitre. Je ne suis pas un expert, mais oui, ça me titille, mais je pense comme ça doit titiller n'importe quel citoyen. Et à chaque fois, ce qui me navre personnellement, c'est de voir les résultats de la participation. Oui, qui est souvent faible. Hein. Voilà, c'est ce qui me fait le plus de mal. Je le regrette profondément, hein, mais je suis très sensible à ce que disent les uns et les autres, et j'aime me forger une opinion à partir de faits. Voilà. Mais je la garde pour moi parce que ce n'est pas mon terrain de jeu. C'est ça, parce que quand on est amoureux de la nature comme vous, c'est ce que j'allais vous dire, on a envie aussi peut-être de défendre des causes aussi. Mais ça, vous n'avez pas forcément envie de le faire de façon active. En tout cas, vous le faites à travers vos émissions, mais pas dans l'arène politique. Mais je n'ai pas besoin de défendre ce que j'ai envie de défendre, de porter l'étendard d'un parti politique. C'est ça en fait qui vous embête, c'est le côté partisan aussi peut-être de la politique. Aussi, sûrement. C'est ça. Sûrement. Bon, en tout cas, on va parler un peu de sucre. Aujourd'hui, ça ne vous dérange pas. Alors, si vous venez de passer à table, attention, parce que ça risque peut-être de vous ouvrir l'appétit ou de vous dégoûter du sucre. On va voir. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Sucre, comment réduire la dose? C'est donc le titre de la nouvelle enquête que vous nous proposez ce lundi en première partie de soirée sur France 5. Pour quelle raison avez-vous décidé de vous pencher sur ce sujet? Il y a eu déjà des documentaires qui ont été faits d'ailleurs sur le sucre, qui ont été très bien, sur France Télévisions notamment, avec Enora Malagré, je crois qu'il en avait fait un également. Pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur ce sujet?
Et c'est pas la première fois que nous nous penchons sur ce sujet. Ouais. Vous parliez de C'est pas sorcier tout à l'heure. Oui. On l'a évoqué. C'est un sujet qu'on a évoqué plusieurs fois. Tout simplement parce que ça fait partie de notre vie quotidienne et voilà, c'est un sujet que j'avais envie de traiter dans le monde de Jamie. Je ne l'avais jamais fait. Qu'on arrive à une période où chacun pense un petit peu à son image. C'est vrai, le summer body, n'est-ce pas, notamment. Par exemple, voilà. Donc, voilà, j'avais envie de parler de ce sujet, mais d'en parler plus en termes de biologie qu'en termes de santé. Oui. D'expliquer finalement comment notre organisme gère ce sucre, les effets du sucre sur notre organisme. Mais plus je vous dis une histoire de biologie. Oui, absolument. Et alors on a tendance à dire que le sucre, c'est comme une drogue. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Est-ce qu'être gourmand, c'est forcément être drogué? Ah bah non. Non, je suis gourmand. Voilà. Et attention, on peut être gourmand sans forcément que ce soit du sucre. Voilà. C'est vrai. Je suis gourmand, mais moi je suis plus, comme on dit, bec salé que bec sucré. Voilà. Donc, mais malgré tout, ça peut devenir une drogue. On le montre très bien dans l'émission. On a suivi Anna Roy que vos téléspectateurs connaissent. Voilà. Dans le magazine de la santé aussi. Exactement, tout à fait. Et donc, elle ne s'en cache pas. Elle était devenue addicte. Au sucre, au point de mettre en danger sa santé. On relate, et on a rencontré le scientifique qui a fait cette expérience avec des rats qui sont incroyable à ce moment. qui sont addicts à la cocaïne, et on leur présente du sucre, et finalement... Ils délaissent la cocaïne pour le sucre. Pour le sucre. Donc, voilà, il y a vraiment... Et quand on analyse, parce que c'est justement ce qu'on essaie de montrer dans l'émission, quand on analyse comment ce mécanisme se met en place avec le circuit de la récompense, on comprend très bien comment on peut très vite devenir addict au sucre, comme certains deviennent addicts à l'alcool ou au tabac. C'est exactement... les mêmes mécanismes. Sauf que longtemps, le sucre a été, et vous l'expliquez très bien dans votre enquête, a été quelque part ignoré, surtout sur ce côté très addict. En l'occurrence, le sucre est peut-être plus... On tombe plus accro au sucre qu'à la cocaïne, finalement. C'est ce qui est prouvé dans votre documentaire avec cette expérience des rats. On dit que c'est entre 5 et 10% de la population, ce qui est à peu près la même moyenne que pour l'alcool. Donc, parce qu'on ne se préoccupait pas vraiment de ces questions, et puis parce qu'aussi notre alimentation a évolué. Le sucre, c'est assez récent. Finalement, assez récent. Si je dis 2 siècles, ça peut sembler très long pour certains. Mais là, dans l'histoire de l'humanité, c'est très récent. Voilà. Et puis, c'est l'industrialisation qui a permis de rendre le sucre accessible, alors qu'à l'origine, c'était un produit de luxe, voilà, un produit rare. Voilà, on dit dans l'émission qu'on consommait l'équivalent de 2 morceaux de sucre par jour il y a 2 siècles. Aujourd'hui, on est à 20 en moyenne par jour. 20 morceaux de sucre, c'est énorme. Alors qu'on recommande plutôt d'en consommer pas au-delà de 10. Et le mieux, ce serait 5. Le mieux, ce serait 5, exactement. Et alors, comment vous expliquez justement cette augmentation spectaculaire parce qu'il y en a de la partout. consommation Parce qu'il y a du sucre partout. Voilà, parce qu'on met du sucre dans tout. Mais parce que c'est une technique aussi des industriels, vous l'expliquez bien, c'est un cache-misère. Est-ce que c'est une technique des industriels? Est-ce que c'est volontaire? En fait, on explique dans l'émission ce qu'on appelle les 3 pouvoirs extraordinaires du sucre. On dit que le sucre, c'est de l'énergie. Le sucre, c'est un aliment qui permet de masquer l'acidité. Voilà. Et aujourd'hui, quand on fabrique des plats préparés, notamment, on va utiliser des produits qui parfois sont bon marché. Et s'ils sont bon marché, des légumes, des tomates, par exemple, qui ne sont pas arrivés à maturité. Elles sont amères.
Le sucre a cette capacité de... Elles sont acides, pardon. Le sucre a cette capacité de masquer l'acidité. Oui. Donc, on va mettre du sucre. Oui, ça trompe le cerveau, en vérité. Donc, oui, ça trompe nos papilles. Ouais. Oui, Voilà, c'est ça. c'est nos papilles qui sont les premières impactées. Ouais. Voilà. Et ce sucre a aussi un autre pouvoir, c'est celui d'être un conservateur. C'est un excellent conservateur. Vous mettez du sucre dans des confitures. En fait, les confitures, c'est quoi? C'est des fruits avec le sucre. Le sucre va pomper l'eau. Les bactéries qui sont présentes n'ont plus d'eau pour se développer. Donc, voilà, fini. Il n'y a plus de bactéries qui se développent. Et puis, c'est aussi, en cuisine, tous les cuisiniers vous le diront, les pâtissiers, c'est un produit structurant. On a fait une magnifique expérience. On fait une meringue avec du sucre, on en fait une sans sucre. Bah, une meringue sans sucre, elle ne se tient pas. Ça ne sent rien. Parce que physiquement, chimiquement, il y a une armature qui est très très faible, alors que le sucre va créer donc une structure qui va permettre de faire ce gâteau, cette pâtisserie ou cette sucrerie, appelez-la comme vous le voulez, mais qui va se tenir, qui va avoir du craquant et autres. Bon, admettons, Jamy, je suis accro au sucre. Comment je fais pour m'en défaire du sucre? Parce que, en vérité, il est très instructif, je trouve, votre documentaire. Simplement, on a l'impression qu'on a perdu, puisque le sucre est absolument partout. C'est pas l'objectif. Je vous ai dit, c'est pas une émission de santé. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, je ne donne pas de solution pour les gens qui sont accros au sucre. Mais vous donnez des pistes quand même. On donne des pistes. Alors, c'est un peu une lapalissade. Vous êtes accro au sucre, consommez-en moins. Il y a parfois du sucre. Le truc, c'est que il y a parfois du sucre là où on ne s'en doute pas. C'est-à-dire que le matin, vous prenez un jus de fruits, un jus d'orange, mais même un jus d'orange pressé. Oui. D'accord. Vous pressez vos oranges, vous allez faire un verre de 20 centilitres, vous allez presser 2 oranges. Dans l'orange, il y a du sucre. Oui. Okay, mais si vous aviez mangé votre orange avec la pulpe, eh bien, vous auriez consommé 2 fois moins de sucre et vous seriez arrivé à la même satiété et vous auriez obtenu le même effet sur votre organisme. Absolument. Voilà des petits conseils. Voilà. Les autres sont assez évidents. Consommer des céréales, consommer des céréales sans sucre. Sans sucre, c'est moins bon. Voilà. Vous rajoutez du sucre, vous rajoutez des fruits. Voilà. C'est des compromis. Mais c'est un peu évident tout ça. Mais si on a envie d'en consommer moins, le mieux c'est d'aller voir une diététicienne ou un diététicien. Qui lui va vraiment nous aider. Absolument. Et est-ce que le fait d'animer Le Monde de Jamy, ça vous a aidé, vous, à titre personnel, à mieux vivre? Alors on a compris que vous n'étiez pas forcément un bec sucré, mais est-ce que sur d'autres sujets, vous avez radicalement changé votre mode de vie grâce à ce que vous avez pu apprendre? Alors j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Il y a sûrement des gestes que je fais aujourd'hui que j'ai découverts à travers les émissions que nous avons réalisées. Je dis toujours que depuis très longtemps, j'ai un bac à compost dans mon jardin. Ça, je l'ai découvert avec les émissions qu'on a réalisées. Voilà, parce que vous mettez vos déchets verts dans un bac à compost. D'un déchet, vous fabriquez un terreau dans lequel vous allez ensuite pouvoir faire pousser ce que vous voulez, des plantes. Voilà. En plus, c'est intéressant. Voilà, c'est magique. Quand je le faisais quand mes enfants étaient jeunes, c'était un exercice que j'adorais faire parce qu'on partait de déchets, on voyait comment finalement ils se dégradaient et puis d'un déchet on obtenait un produit presque haut de gamme. Voilà. Bon, vous êtes à la télévision, mais Mathilde, maintenant on va parler aussi du livre parce que vous êtes également en librairie à partir du 1er avril prochain, c'est mercredi. C'est ça. Alors, c'est pas une blague, effectivement. On connaissait l'auteur de la collection Épicurieux, beaucoup moins l'auteur de romans. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée d'écrire cette fiction? Les ailes de la forêt, ça s'intitule, on voit la couverture qui s'affiche à l'écran. Oui. Ça fait très très longtemps que j'avais envie d'écrire un roman. Je crois que ça fait plus de 30 ans. Voilà. Mais j'avais besoin de maturité pour écrire ce livre. Voilà, ce roman. Et je dis bien, c'est un roman, c'est pas du tout un ouvrage, un récit, c'est un roman.
C'est un roman. Et dans ce roman, vous racontez l'itinéraire assez fou d'un chasseur de papillons, enfant de Cayenne, installé à Paris, qui repart en Guyane juste après la Grande Guerre pour traquer un spécimen très particulier de papillons. C'est le fameux gynandromorphe, j'espère que j'ai bien prononcé. Sans trop casser le suspense, qu'est-ce qui va bouleverser la vie de ce héros au cours de cette histoire? Ah ben justement, je ne veux pas gâcher, comme l'on dit. Donc, mais effectivement, mon personnage principal quitte Paris après la guerre. Il a passé une partie de son enfance en Guyane. Il a dû rentrer, je ne dis pas pourquoi, à Paris. Il a installé un cabinet d'entomologie après la guerre, parce que il faut se replacer dans le contexte. On est à la fin on est en 1923, au début du XXe siècle, on va dire dans le premier tiers du XXe siècle, il y avait vraiment une folie papillon. Il y avait un engouement, il y avait des collectionneurs partout, tout le monde collectionnait les papillons, beaucoup d'enfants chassaient les papillons, et quand je dis tout le monde, c'était quel que soit le niveau des collectionneurs, et certains étaient prêts à dépenser des fortunes pour acquérir un papillon. Mais quand je dis des fortunes, certains papillons se négociaient, s'échangeaient au prix d'une voiture de luxe. Ah ouais. Voilà, donc c'était vraiment un engouement dans les revues. Les meneuses de revues se déguisaient en papillons. Il y avait vraiment un engouement autour du papillon. Donc il faut se replacer dans ce contexte. Donc oui, mon personnage quitte Paris à un moment donné parce que son cabinet, à cause de la guerre, il commence, pardonnez-moi l'expression, à battre un peu de l'aile. Ouais. Et donc il retourne en Guyane, qui est un foyer extraordinaire pour les papillons, vraiment un paradis pour les entomologistes, et il repart avec l'intention de trouver un gynandromorphe, qui est un papillon qui est, comme le dit son nom, gynandromorphe, mi-mâle, mi-femelle. Mais ce n'est pas un hermaphrodite. Eh bien justement, on découvrira ça. Une toute dernière question, il nous reste vraiment quelques secondes. Vous avez animé 2 émissions qui ont été récemment diffusées sur France Télévisions. Sommes-nous tous sexistes et sommes-nous tous racistes? Le 3e? Eh bien, le 3e va se tourner très bientôt. Très bientôt. Et vous ne nous donnerez évidemment pas le titre là, maintenant, sur ce plateau. Évidemment. Bah, vous inquiétez pas, on vous torturera un petit peu à la fin de cette émission, juste après le générique. Merci beaucoup, Jamie Gourmaud. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous animez un nouveau numéro du Monde de Jamie, donc, qui est consacré au sucre. Ce sera ce lundi, en première partie de soirée, sur France 5. Et puis, on peut retrouver à partir du 1er avril prochain, et on le rappelle, ce n'est pas une blague, Jamie Gourmaud, qui sort un roman, effectivement, qui s'intitule donc Les ailes de la forêt. Franchement, on vous souhaite évidemment beaucoup de succès en librairie, à la télévision, vous en avez déjà, et on vous dit à très vite évidemment pour de nouvelles aventures, Jamie. Merci beaucoup Mathilde, et le Buzz TV revient dès demain avec une romancière, Maud Ankawa, qui sort non seulement un nouveau livre, et qui surtout va être dans la prochaine saison des Traîtres sur M6, qui s'annonce absolument palpitante. À très vite et bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.